Hello and welcome everyone. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Nous nous excusons pour l'attente. Merci pour votre patience. Je m'appelle Rachel Oldroyd et je vais animer la séance aujourd'hui. Merci de participer au webinaire du Réseau international de journalisme d'investigation. Aujourd'hui, nous allons aborder les enquêtes sur le conflit armé entre Israël et le Hamas. Je vous parle depuis Londres. Je représente The Guardian. Je suis rédactrice en chef adjointe chargée des enquêtes pour The Guardian. Et je vais tenter d'insuffler de l'énergie dans cette séance. C'est un peu difficile car je suis devant mon ordinateur. Mais mes trois collègues, nos trois panélistes, vont m'aider à insuffler une véritable énergie dans cette séance. Nous avons trois panélistes qui ont beaucoup d'expérience et qui vont partager quelques idées et quelques défis avec nous. Nous allons parler de la manière dont ces trois panélistes ont tiré parti de leurs compétences en matière d'investigation pour montrer les détails de ce conflit. Mais d'abord, parlons un peu de l'impact de ce conflit. Comme vous le savez sans doute, cette guerre a fait des ravages affreux, avec plus de 34 000 personnes présumées mortes depuis le début du conflit le 7 octobre, avec plus de 33 000 morts côté palestinien à Gaza et en Cisjordanie, et plus de 1 200 morts côté israélien. Parmi ces personnes décédées, au moins 95 correspondants ont trouvé la mort, selon le Comité pour la protection des journalistes. Pour les correspondants actifs sur le terrain, le fait de travailler, le fait même d'être présent sur le terrain comporte un risque inédit. Par ailleurs, il y a des défis personnels auxquels ces personnes sont confrontées. Par exemple, des difficultés logistiques, le manque d'accès à Internet, leur incapacité à circuler librement. Pour nous, qui ne sommes pas présents sur le terrain, pour nous qui tentons d'enquêter sur ce conflit, nous sommes confrontés à une véritable vague de désinformation et de récits contestables. C'est un défi que vous connaissez toutes et tous, j'en suis sûre. Mais ce défi est inédit car le rythme des événements est très accéléré. Par conséquent, la plupart des enquêtes qui se déroulent actuellement sont produites par des médias internationaux. Nous avons dû dépendre de la géolocalisation, de l'analyse des documents et des informations en libre accès. Beaucoup des informations ne viennent pas forcément des correspondants, mais des blogueurs et des citoyens qui sont basés à Gaza, qui vivent à Gaza. Par ailleurs, il nous faut vérifier les informations auxquelles nous avons accès. Il y a une pléthore de défis supplémentaires dont je ne vous ai pas encore parlé. J'espère qu'on pourra en parler aujourd'hui. Mais j'espère qu'en sus des défis, on pourra parler également des idées que vous avez pour surmonter ces obstacles et pour produire des enquêtes de qualité. Car c'est la réalité. On voit beaucoup de travail de qualité, de très bonne qualité, qui est effectué par des médias internationaux. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie de vous présenter nos trois panélistes, nos trois intervenants. Nous avons Sarah El Dib, qui est journaliste pour AP, Associated Press. Elle est journaliste depuis l'année 2000 et elle a beaucoup d'expérience en tant que correspondante au Proche-Orient. Par ailleurs, elle a beaucoup d'expérience dans le domaine du journalisme d'investigation. Elle a rejoint l'équipe d'investigation d'AP en 2021, juste avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Et elle fait partie du projet War Crimes Watch Ukraine. Elle a également rédigé un chapitre sur la recherche des personnes disparues dans le guide pour enquêter sur les crimes de guerre de GIJN. Et plus récemment, elle a enquêté sur le conflit entre Israël et le Hamas. Je suis sûre qu'elle pourra nous donner beaucoup de pistes pour mener à bien des enquêtes. Nous avons également Peter Pollack parmi nous. Il est créateur et développeur de logiciels chez Forensic Architecture. C'est une agence de recherche basée ici à Londres, à Goldsmith, à l'université de Goldsmith à Londres. Avec l'aide de son équipe,
Il développe, emploie et dissémine de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes et de nouveaux concepts pour enquêter sur les violences étatiques et non étatiques. Il produit également des médias graphiques et interactifs sur le plan numérique. Et je suis sûre que vous avez déjà vu beaucoup de ces articles. Enfin, nous avons Phil Rees, qui est directeur chargé du journalisme d'investigation chez Al Jazeera. Il travaille pour Al Jazeera depuis l'année 2013. Al Jazeera a beaucoup couvert le conflit entre Israël et le Hamas. Phil a également présenté ou produit plus de 100 documentaires et il a fait des reportages sur une douzaine de conflits en Colombie, au Cambodge, à Belfast et en Irak. Il a fait beaucoup de travail au Proche-Orient. Merci, un très grand merci à nos intervenants aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais juste vous donner quelques règles de base. Nous avons beaucoup de spectateurs et de spectatrices aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Et j'aimerais d'abord vous parler un tout petit peu du réseau international de journalisme d'investigation, le JIJN, est le plus grand réseau mondial d'organisations de journalisme d'investigation à but non lucratif du monde. Nous comptons 250 organisations dans 91 pays. Par ailleurs, cette organisation travaille avec des journalistes partout dans le monde, non pas seulement avec d'autres médias, mais aussi avec des organisations commerciales, avec des freelances, avec des interprètes, pardon, des journalistes freelance, avec des organisations à but non lucratif, etc. C'est une organisation qui peut se vanter d'un éventail exhaustif de ressources. Donc, je vous encourage à vous rendre sur leur site web pour voir toutes les ressources qu'elle propose. Ensuite, quelques détails avant de passer la parole à nos intervenants. Nous avons un service d'interprétation disponible aujourd'hui en français et en arabe. Si vous voulez vous servir de l'interprétation, cliquez sur le bouton Interprétation. C'est l'icône en bas de l'écran, l'icône en forme de map monde en bas de l'écran. Donc, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas l'anglais comme langue maternelle, si vous voulez écouter le webinaire en arabe ou en français, cliquez sur le bouton Interprétation en bas de l'écran et puis cliquez sur la langue de votre choix. Parmi celles disponibles aujourd'hui, nous avons environ 75 minutes, un peu moins en fait. Nous allons passer la parole dans quelques secondes à nos intervenants. Moi, je vais aussi faire des commentaires entre les présentations et on veut également donner beaucoup de temps à nos spectateurs et à nos spectatrices pour une petite séance de questions et réponses. Vous pouvez poser vos questions à n'importe quel moment pendant le webinaire. Vous pouvez, par exemple, mettre vos questions dans la boîte de dialogue, la boîte questions et réponses. Et vous pouvez le faire à tout moment du webinaire. Et juste pour que vous le sachiez, la séance sera enregistrée. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à notre première intervenante, Sarah El Dib. Sarah représente Associated Press. Sarah, vous avez la parole. Merci beaucoup, Rachel. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup à GIJN. En fait, je vous parle depuis Beyrouth. Beyrouth se trouve sur le front de cette guerre, mais Beyrouth est un peu loin de la frontière, donc je suis en sécurité. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience en tant que correspondante pendant cette guerre. Comme Rachel l'a très bien dit, cette guerre a été l'une des guerres les plus difficiles à couvrir sur le plan médiatique. J'ai beaucoup d'admiration pour nos collègues sur le terrain. Et l'un des défis est le fait que nous devons couvrir ce conflit à distance. Nous ne pouvons pas être présents sur le terrain. Et je vais tenter de vous expliquer ce défi. Sur ce, je vais partager mon écran. J'espère que vous voyez toutes et tous mon écran. Alors, pour commencer, tout type de journalisme exige un certain niveau d'investigation. Mais lorsque j'ai rejoint l'équipe, j'avais de la chance car j'avais le luxe de pouvoir passer un peu plus de temps sur certains articles, sur certains sujets d'actualité. Et dans mon cas,
Il me fallait souvent trier des quantités énormes d'informations. Il me fallait travailler avec des équipes pour retrouver des tendances dans toutes ces informations. La guerre à Gaza a été extrêmement difficile à ce titre. Il a été très difficile de trouver des tendances, des schémas dans les informations. Juste pour être clair, ma présentation va porter sur la bande de Gaza et non pas sur Israël. Quoique j'ai couvert des, euh, des sujets divers sur Israël au début de la guerre, mais ma présentation va porter sur la bande de Gaza. L'un des défis a été l'échelle, l'ampleur de la guerre. Comme Rachel l'a dit, les chiffres sont atroces. Juste pour vous donner une idée, 9 jours après le début de la guerre, 1 million de personnes avaient été déplacées et 2000 personnes avaient été tuées, y compris 14 employés de l'ONU, ce qui est vraiment inédit. C'est vraiment inédit dans l'histoire des conflits. Israël a affirmé avoir largué 6000 bombes au cours des 6 premiers jours du conflit. Habituellement, on voit ce chiffre en l'espace d'une année, en l'espace de 12 mois. Et cette fois-ci, 6000 bombes ont été larguées pendant une période de 6 jours. Et comme Rachel l'a très bien dit, 2 semaines après le début de la guerre, on a coupé les communications à Gaza, dans la bande de Gaza. Et c'est un phénomène qui est revenu à plusieurs reprises pendant la guerre. Donc, communiquer avec les gens euh, a représenté un véritable défi. Depuis l'année 2007, la bande de Gaza est confrontée à un siège. La bande de Gaza est assiégée par les Égyptiens et par les Israéliens. Mais après le début de la guerre, tout s'est arrêté. Les flux de personnes, les, les flux d'électricité, les flux d'aide. Il y avait vraiment un manque d'aide humanitaire qui entrait dans la bande de Gaza. Par ailleurs, il n'y avait pas de correspondant qui avait l'autorisation à se rendre dans la bande de Gaza. Et comme Rachel l'a dit, 200 jours après le début de la guerre, le bilan ne cesse de s'alourdir. Nous avons tous et tous vu l'ampleur de la guerre à la télévision. Il est impossible d'échapper au panorama de cette guerre. Et tout cela, c'est grâce à nos collègues qui ont couvert ce conflit. Pour moi et pour nos collègues, c'était très difficile. Moi, par exemple, au cours des dernières années, j'ai enquêté sur les crimes de guerre. Je faisais cela avant de rejoindre l'équipe d'investigation. Mais l'échelle de ce conflit est vraiment étonnante. Par ailleurs, le rythme de la guerre est très accéléré. Par exemple, je ne pouvais pas trouver assez de personnes qui avaient été présentes sur le terrain pendant toute la période afin de trouver des restes d'obus, des restes d'armes, par exemple, et des restes de bombes. Il n'y avait pas assez de personnes auxquelles on pouvait poser des questions. Il n'y avait pas assez de personnes qui étaient indépendantes et qui étaient également sur le terrain. Euh, Moi, j'ai essayé d'enquêter sur les frappes aériennes, mais les échantillons n'étaient pas vraiment représentatifs, disons. Les échantillons des frappes sur lesquelles j'ai essayé d'enquêter ne représentaient pas vraiment l'ampleur du conflit. Par ailleurs, comme je l'ai dit, le rythme du conflit était très accéléré. Il est toujours difficile de rester au courant en tant que journaliste, mais cette fois-ci, le rythme était tellement accéléré. Il y avait beaucoup de phénomènes qui s'accéléraient. Par exemple, les flux de déplacement, les flux de personnes qui étaient forcées à quitter leur maison. Le bilan aussi qui s'alourdissait en permanence et à un rythme très vite. Communiquer avec les gens, malgré l'absence de communication totale dans la bande de Gaza, était extrêmement difficile. Les gens étaient sans téléphone et ils n'avaient pas assez de temps pour moi car ils fuyaient pour, euh, pour se protéger. Par ailleurs, souvent les gens ont peur de témoigner. Ils redoutent des représailles s'ils témoignent de ce qu'ils ont vu et entendu. Ensuite, il y a des récits rivaux, des récits contradictoires. C'est un autre défi.
Comme dans tous les cas, nous devons créer des équipes, nous devons mettre sur pied des équipes. L'un des défis au Proche-Orient est qu'il y a toujours des inquiétudes sécuritaires. Il y a toujours des inquiétudes qui se posent pour la sécurité des journalistes et des correspondants. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de répression. Mais la situation est très aggravée dans la bande de Gaza. La situation est vraiment pire dans la bande de Gaza. Mon équipe est composée de correspondants et de correspondantes de la guerre dans la zone. Nous avons dû demander aux gens de creuser un peu, mais c'était difficile. Il y avait peu d'informations. C'est la raison pour laquelle j'ai dû contacter d'autres personnes. C'est ce qu'on fait souvent dans d'autres régions, mais cette fois-ci, c'était extrêmement difficile. L'espace est vraiment très réduit. La bande de Gaza, une zone assez vide. Par ailleurs, hein, on doit s'assurer de ne pas être en contact avec des personnes qui pourraient être en danger et on doit s'assurer de ne pas être en contact avec des personnes dont les témoignages pourraient euh, nous attirer des embarras. Il faut rester connecté en permanence. Nous, nous sommes connectés, eux, ils ne le sont pas souvent. Donc, il faut toujours être disponible lorsque un collègue vous appelle, par exemple. Il faut toujours rester connecté. Par ailleurs, il est souvent utile de travailler avec d'autres personnes, d'autres organisations pour essayer de mutualiser les ressources. Mais dans le cas du conflit à Gaza, tout cela est d'autant plus essentiel que la guerre est complètement inédite. Nous sommes tout à fait conscients des récits contradictoires. C'est le plus grand nombre de morts qu'on a vu des deux côtés du conflit. Et je ne veux pas comparer les deux bilans, mais dans les deux cas, le bilan est tout à fait inédit, côté israélien et côté palestinien. Selon Israël, l'État a le droit à l'autodéfense. Par ailleurs, Israël affirme faire de son mieux pour empêcher les morts parmi les civils. Et c'est quelque chose que nous sommes en train d'examiner, car ce n'est pas ce que nous voyons sur le terrain. Comme Rachel l'a dit, 14 000, 14 000 et des personnes qui ont trouvé la mort étaient des enfants. Des milliers de femmes ont été tuées. Donc, nous avons dû vérifier les affirmations d'Israël en permanence. Selon Israël, le Hamas utilise la population comme un bouclier humain. Donc, selon Israël, il n'y a pas de distinction entre les combattants et les civils. Et cela, c'était une affirmation très difficile pour nous, difficile à vérifier. Pour nous, il était difficile de savoir quelles étaient les cibles militaires dans la zone, car nous ne sommes pas présents sur le terrain. Par ailleurs, il n'y a pas beaucoup de couverture médiatique de la situation à Gaza dans les médias israéliens. Par contre, pour les Palestiniens, les attentats du 7 octobre ont été justifiés comme des actes de résistance face à l'occupation israélienne. Et il y a très peu de couverture médiatique côté palestinien de la situation des otages. Donc, nous avons dû gérer ces enjeux au moment de faire des reportages sur les frappes et sur des présumés crimes de guerre. Un exemple tout à fait parlant était la frappe contre l'hôpital Al-Shifa. Je pense que des centaines d'attaques sont survenues contre des installations sanitaires pendant la guerre. Et selon Israël, ces installations sont utilisées par les militants du Hamas. Les militants du Hamas le nient, mais les preuves n'ont pas expliqué ou justifié une attaque contre une installation sanitaire. Les preuves dont nous disposons ne permettent pas de justifier ces attaques contre des installations sanitaires. La barre, la barre en ce qui concerne le droit international est placée très haut. Par ailleurs, il a été très difficile de nous procurer des informations de la part des citoyens sur le terrain. Il a été extrêmement difficile de nous procurer des témoignages. Des témoignages primaires ont beaucoup de valeur pour les journalistes. Pour les journalistes qui ont déjà vécu à Gaza, cette situation a représenté un véritable défi personnel. Nous avons dû couvrir des incidents sans pour autant avoir accès
au terrain. L'Inde était l'explosion de l'hôpital Al-Rali le 17 octobre. C'était un exemple qui illustre très bien les difficultés auxquelles nous, les journalistes qui couvrons ces incidents à distance, avons été confrontés. Il n'y avait pas assez de preuves, il n'y avait pas, par exemple, de reste de but. Il y avait une multiplicité d'interprétations différentes de cet incident. Par ailleurs, on a entendu beaucoup de menaces contre des installations sanitaires. Beaucoup même ont été attaqués. Et parfois, il avait des reportages, des récits contradictoires. Et c'était le cas dans l'incident de l'hôpital Al-Hali. Mais je sais que Peter va également parler des attaques contre les installations sanitaires. Lui, il va expliquer à quel point euh, cela a été extrêmement difficile. Mais juste pour conclure, je travaille sur beaucoup de cas depuis des années et on met du temps à récolter des témoignages et à recevoir des réponses de la part des autorités et des personnes sur le terrain. Il est extrêmement difficile de gérer le rythme accéléré de la guerre. Par, une idée que je pourrais vous proposer, c'est le fait d'utiliser des tableaux Excel et des formulaires. Moi, j'utilise beaucoup de tableaux Excel et ces documents, ces formulaires, ces tableaux Excel et ces fiches m'ont aidé à gérer les flux d'informations et à ranger toutes les informations. Dans le cas de la bande de Gaza, le fait d'avoir beaucoup de numéros de téléphone m'aide. Moi, j'habite au Liban, il n'est pas toujours facile de contacter des personnes en Israël ici, car les deux pays sont en guerre officiellement. Par ailleurs, les gens sont en déplacement en permanence, donc il est utile d'avoir beaucoup de numéros de téléphone, bien que ce soit difficile. Ensuite, les vidéos ont tendance à devenir virales, mais les photos aussi peuvent être très utiles. On peut, par exemple, parler avec les photographes des photos qu'ils ont prises et cela peut être extrêmement utile. Cela nous permet d'avoir un peu plus d'informations sur certaines situations. Pendant cette guerre, je suis beaucoup sortie de ma zone de confort. J'ai parlé avec des personnes avec lesquelles je ne suis pas habituellement en contact. Je n'ai jamais été en contact avec autant d'experts en matière d'armes et cela a été extrêmement intéressant. Et je ne l'avais pas prévu. Je ne m'y attendais pas. Par ailleurs, j'ai un journal, une registre des tâches que je fais chaque jour. Et cela m'a permis de gérer le rythme et les flux d'informations qui m'arrivent. Par exemple, chaque jour, je dois faire beaucoup d'appels, je dois faire un certain suivi tous les jours. Donc, cela aide d'avoir un registre, pardon, un journal. Faire le suivi auprès des gens peut les aider. Donc, je le recommanderais. Comme Rachel l'a dit, nous tentons de raconter l'histoire de ce qui se passe. Tous les documents que nous avons ne sont rien sans les personnes qui racontent elles-mêmes leur histoire. 7 mois après le début du conflit, j'ai le luxe de pouvoir vous raconter tout cela. Mais mes collègues qui sont présents dans la bande de Gaza n'ont pas le luxe de le faire. Je pense que cette guerre est vraiment atroce. Juste pour conclure, des gens contesteront toujours votre récit. N'hésitez pas à remettre en question vos propres hypothèses, mais faites confiance à votre propre travail si vous êtes sûr de l'avoir fait de manière rigoureuse. Et ce n'est pas fini. Il y a beaucoup d'enquêtes en cours, hein. Il y a beaucoup de poursuites judiciaires en cours. Donc, il y a du pain sur la planche. That was really moving, Sarah. Thank you very Eh much. bien, merci Sarah, c'était vraiment très très émouvant. Merci d'avoir planté le décor. Alors, je vais te demander, Sarah, d'éteindre ton micro, question de ne pas d'avoir d'interférence. Merci beaucoup. Sans plus attendre,
Bon, bah voilà, Sarah a évoqué beaucoup de défis, me semble-t-il. Et en fait, quand je travaille avec mes collègues éthiopiens, nous avons vraiment couvert ce conflit. Nous avons mené beaucoup d'enquêtes. Et je me suis rendu compte, en fait, que nous sommes confrontés à de nombreux défis qui sont nouveaux. Et je crois que Sarah l'a bien dit. Pour quelqu'un qui est correspondant de guerre depuis tellement longtemps, eh bien, elle-même, elle avoue que la situation est tout à fait exceptionnelle. Elle parle du fait que l'on doit couvrir la guerre à distance, le rythme, l'ampleur des dégâts, la collecte d'éléments de preuve, devient extrêmement difficile sur le terrain. Le fait de suivre les sources, les personnes, comment raconter en fait le récit de la guerre. Quelle est la technique narrative à utiliser lorsque vous ne trouvez plus de personnes sur le terrain? Comment, eh bien, garder également ou préserver la sécurité de vos sources? Tout cela est extrêmement difficile. Et puis, quand, évidemment, j'entends parler des enquêteurs et des reporters comme Sarah, je suis toujours surprise de voir le volume de travail que cela signifie, surtout pour ce qui a trait à ce conflit et surtout pour ce qui a trait au journalisme d'investigation. Nous avons vraiment le privilège de couvrir ce conflit en tant que journaliste d'investigation à distance, mais c'est un conflit qui vraiment a de lourdes conséquences et peut-être un élément que nous devrions garder à l'esprit au moment d'écouter nos autres orateurs. Eh bien, c'est qu'en fait, si vous travaillez sur cette guerre ou si vous vous préparez à travailler là-dessus, eh bien, Sarah l'a dit, reposez-vous, prenez le temps de vous reposer, de vous reposer. Sarah nous l'a bien dit, elle doit être constamment à disposition parce que des gens essaient de la contacter, des journalistes qui essaient de vous contacter, eh bien, ces personnes-là n'ont que très peu de temps, des possibilités très limitées. Donc, vous devez toujours répondre au téléphone. Donc, prenez le temps de vous reposer pour retrouver votre énergie pour revenir vers vos correspondants, vers vos contacts, vos sources. Merci beaucoup à Sarah. Donc voilà, s'il y a quelque chose que je retiens de la présentation de Sarah, eh bien, c'est prenez le temps de vous reposer. Je vais passer au deuxième orateur, Peter Pollack de Forensic Architecture. Comme je l'ai dit, eh bien, il a beaucoup travaillé dans ce domaine, beaucoup de travail d'enquête et d'investigation. Donc, j'espère qu'il pourra en fait vous donner pas mal de conseils sur comment aller plus loin dans vos enquêtes sur ce conflit. Merci beaucoup Rachel et merci Sarah en fait, eh bien, d'avoir fait cette présentation. Merci de nous avoir invités. Merci à toutes et à tous qui nous avez rejoints. Donc, j'espère que vous pouvez voir ma présentation. Alors, je vais peut-être fier à mes collègues ici pour l'aspect plus journalistique, parce qu'en fait, moi, je ne suis pas plutôt journaliste, je suis plutôt en fait, eh bien, technicien. Donc, moi, je me charge plutôt du développement des outils technologiques pour le journalisme. Alors, nous l'avons déjà dit, hein, l'ampleur de ce conflit est tellement énorme que, en fait, il est presque impossible de se dire qu'on pourra couvrir ce conflit. Parce qu'en fait, on voit tant de bâtiments détruits, éviscérés partout dans la bande de Gaza. Donc, il est presque impossible de penser à ce conflit de manière cohérente, d'essayer d'apporter des explications, d'apporter de la clarté. C'est très, très difficile. Nous travaillons avec beaucoup de médias. Bon, vous voyez ce que vous voyez, hein. Nous travaillons avec des images satellites de la part de Planète ici qui travaille avec nous. Nous travaillons sur la base de renseignements de sources ouvertes, puisés dans les réseaux sociaux, mais aussi eh bien, le centre satellite de l'ONU, donc des organisations internationales. Ici, vous voyez l'une des infrastructures de l'ONU utilisées par les personnes déplacées pour trouver refuge. Et puis, vous voyez, hein, eh bien, que en fait, les forces militaires israéliennes ont complètement eh bien, détruit ces infrastructures. Et vous voyez en fait l'ampleur des frappes sur eh bien, les zones résidentielles de Gaza. Donc voilà, l'ampleur du conflit avec tellement d'informations, comment faire?
Par ailleurs, nous recevons des informations qui sont difficiles à cartographier de manière linéaire. Des informations publiées par les forces militaires israéliennes, c'est-à-dire par Tsahal, et qui sont très trompeuses. Et puis, il faut essayer de débrouillasser tout cela. C'est-à-dire qu'effectivement, l'armée israélienne dit à des personnes aux déplacés d'aller se réfugier dans certaines zones qui sont ensuite, eh bien, frappées ou soumises à des frappes aériennes. Et donc, on se rend compte en fait que ces zones de sécurité sont utilisées pour justement, euh, pour, eh bien, déplacer les personnes, pour déplacer les populations, pour ensuite, eh bien, lancer des frappes aériennes. Donc, les informations sont contradictoires, elles peuvent être trompeuses. Comment gérer tout cela? Et puis, Sarah l'a déjà dit, le rythme des événements est si intense que dès que l'on a couvert une frappe, une attaque à l'encontre d'un hôpital, par exemple l'hôpital d'Al-Shifa qui a été attaqué à de nombreuses reprises ou frappé à de nombreuses reprises, eh bien, dès qu'on a couvert une frappe, on commence à reconstruire l'hôpital, eh bien, il y a une autre frappe qui est lancée par Tsahal. Et donc, vraiment, des attaques qui dépassent en ampleur peut-être l'ampleur de l'attaque précédente. Et puis, on a des informations qui viennent de plusieurs endroits que l'on essaie de placer quelque part sur la carte. Et nous essayons également d'élaborer des rapports dynamiques. Par exemple, quand nous avons couvert l'hôpital d'Al-Shifa, eh bien, nous avons essayé peut-être d'avoir un document plus évolutif, quelque chose qui permette sur la plateforme peut-être d'avoir un rapport de la situation en temps réel, dynamique, au lieu de chaque fois devoir publier, eh bien, peut-être un nouvel article ou faire un nouveau reportage. Alors là, nous essayons d'analyser un tout petit peu tout ce qui se fait, tout ce qui s'est fait à l'encontre des installations de santé à Gaza. Alors, on essaie de relever les tendances et on se rend compte en fait qu'il y a plusieurs patrons qui se répètent. Donc, attaque sur eh bien, les infrastructures critiques. Ici, nous nous centrons sur les attaques à l'encontre des hôpitaux. Et là, nous voyons qu'il y a vraiment un schéma cohérent. On attaque autour des installations des hôpitaux et puis on cible l'hôpital et puis il y a vraiment un siège qui est organisé autour de l'hôpital et puis on occupe eh bien, à cette partie de la bande de Gaza. Alors, voilà le plan que nous avons conçu. Pour pouvoir élaborer ce type de plan, il faut recueillir énormément d'informations pour essayer de débroussailler tout cela, voir exactement ce qui se passe. Voilà, ici, vous voyez les tendances en matière de déplacement des populations. Là, évidemment, nous sommes basés sur ce qui a été publié par les forces militaires, les déplacements du nord de la population gazaoui depuis le nord. Alors, bien sûr, on essaie de vraiment de recueillir, bien sûr, ces informations en temps réel, mais c'est parfois difficile vraiment de suivre le tout. Je vais essayer de ralentir un peu car je parle un peu trop vite, dit l'orateur. Alors, voilà aussi quelques représentations en 3D. Je vais essayer de vous présenter tout cela. Alors, ce que nous essayons toujours de faire, eh bien, c'est peut-être de construire une infrastructure technique qui nous permettent de présenter les informations que nous recevons, mais qui constituent également un environnement qui nous permet peut-être de réunir les différents médias pour voir, pour établir les liens entre les différents rapports des médias. Une question a été posée, par exemple, comment savoir si ce que l'on voit, eh bien, c'est vrai? Comment pouvez-vous vérifier la légitimité des informations? Eh bien, en général, en fait, nous examinons les différents médias et nous voyons un tout petit peu comment ces différents médias couvrent le même événement. Donc voilà, on essaie de retrouver les recoupements. Par exemple, vous avez un journaliste d'Al Jazeera et puis vous avez un témoignage. Vous avez donc toutes ces sources d'informations qui se corroborent ou pas. Et ce que nous essayons, en fait, c'est de développer un environnement technique, une infrastructure technique qui nous permet de rassembler toutes ces informations pour établir des liens entre ces différents éléments d'information. Alors voilà en fait une représentation en diagramme de ce qui se passe. Vous avez en fait différents types de médias, de données, de rapports qui nous arrivent et nous essayons de situer tous ces rapports, tous ces articles dans ce qu'on appelle un complexe de modèles d'image. Alors,
Ce n'est pas un processus automatisé ou automatique. Ce n'est pas comme si nous encodions les informations à l'ordinateur et tout à coup on se retrouve de l'autre côté avec un extrait qui est une histoire. Non, nous avons des chercheurs sur le terrain qui analysent bien sûr les informations des écrivains, des journalistes qui essaient de dégager les éléments principaux et qui essaient de voir exactement où se situent les médias, ce qui en fait la particularité dans ce contexte-ci. Et à partir de là, on utilise cette plateforme-ci pour présenter les informations et nos rapports. Ce que j'essaie de souligner ici, c'est que la façon dont nous présentons les informations à travers ces modélisations en 3D, la manière dont nous présentons l'information, révèle la manière dont nous assemblons les informations. C'est-à-dire que nous utilisons des outils qui nous permettent de recueillir les informations, mais qui nous permettent aussi de raconter les histoires que nous voulons raconter. Et nous aimerions que ces outils, bien sûr, deviennent plus disponibles avec le temps. Et nous travaillons avec nos collègues, à Ramallah, dans l'unité d'investigation Al-Haq, pour essayer de euh, pouvoir leur transmettre ces outils. Et puis, pour l'instant, nous essayons d'établir un système que nous pouvons utiliser pour documenter, pour visualiser tous les rapports que nous recevons sur les différents événements. Et ici, vous voyez une visualisation, par exemple, des différents rapports qui nous arrivent justement de la part de journalistes ou de sources journalistiques confirmées par les journalistes sur les attaques perpétrées sur les hôpitaux. Par exemple, l'un des rapports nous vient d'Al Jazeera, d'autres de la part de Arabic News. Alors, c'est vrai que nous n'utilisons pas ces actualités comme base pour nos rapports. C'est pas que nous disions ce que nous dit ce journaliste-là est vrai. Non, on essaie de, si vous voulez, de sentir le pouls de la situation. Combien de reporters étaient là au moment de la frappe? Alors, ce n'est pas une vérité vraiment inscrite dans le marbre, mais nous essayons de dégager les tendances en fait dans tout ce qui est rapporté dans les médias. Et puis dans ces systèmes, nous essayons en fait de faire en sorte de euh, pouvoir accueillir tout le monde, les différents journalistes, les chercheurs, les gens sur le terrain, afin que tous puissent contribuer et nous permettre d'élaborer, de publier une histoire. Alors moi, je travaille sur les codes, je fais de la programmation, mais nous avons également, par exemple, d'autres euh, techniques. Par exemple, nous utilisons Notion, une API de langue. Nous avons en fait une manière de travailler en échafaudage, si vous voulez, et c'est comme ça que nous traitons l'information selon les personnes qui nous les envoient, selon leur domaine d'expertise. Alors, pour tenir le rythme des informations et des événements qui nous arrivent, nous avons pu réagir face aux événements au fur et à mesure qu'ils se déroulaient. Ça a été très, très important pour nous, en fait. Voilà, il y a presque un an, jour pour jour, Tsahal a justement tué ce genou Moussaïn al-Haifi juste en dehors de la mosquée à Al-Aqsa. Alors, c'est vrai qu'on nous dit, voilà, il est mort dans des circonstances étranges, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Nous avons réussi tout de même à créer un complexe modèle en images, justement pour essayer de remettre les pièces du puzzle ensemble, pour voir justement où étaient situées, par exemple, les caméras, ont été filmées les vidéos que nous avons reçues, pour reconstruire l'environnement, si vous voulez, autour de cet événement. Et cette manière de faire de l'investigation nous a permis également de présenter nos travaux d'investigation en soi. Donc voilà, c'est vraiment des outils très complets, de bout à bout. Alors ici, vous voyez notre couverture de l'hôpital Al-Shifa qui a été en fait envahie à plusieurs reprises, frappée à plusieurs reprises. Donc vous avez des informations multiples que nous pouvons du coup remettre dans ce même environnement et que vous pouvez consulter. Alors, avec le temps, nous collectons toutes ces informations, comme je le disais, qui se retrouvent sur une même plateforme, à un même endroit, donc pour utilisation par les chercheurs et pour faire en sorte en fait que les données soient disponibles pour tous. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. J'espère que cela a été utile pour vous et je continue mon travail. Merci de m'avoir écouté. Thanks, Peter. That was very useful and very Ça a été I think
très utile et très clair. Je crois que vous nous avez vraiment montré pourquoi le journalisme d'enquête est si important dans ce contexte-ci. Alors, Peter nous a parlé bien sûr de la portée de ce conflit, mais aussi des informations qui nous arrivent. Alors, c'est vrai que parfois, on se sent un peu dépassé par les événements face à la vague d'informations que l'on reçoit. Alors, c'est vrai que l'on essaie de se rapprocher de la vérité, et c'est quand même la raison d'être même du journalisme d'investigation. En tout cas, on peut essayer de le faire, et parfois, on reçoit tellement d'informations qu'on ne sait pas par où commencer. Et ça, c'est une première chose que je retiens. Et puis, autre élément qui me paraît très important, et je crois qu'il faut réfléchir à la question, dans nos enquêtes, en fait, nous faisons fond de ce qui s'est fait précédemment, ce que les journalistes ont fait avant nous. Et on essaie vraiment, eh bien, de réunir toutes les informations pour justement les publier, sachant que ce que nous publions, eh bien, seront des éléments constitutifs du travail d'autres journalismes. Et justement, Peter nous a montré des outils qui nous permettent comment faire. Je vais passer la parole maintenant à notre troisième intervenant, Phil Rees. Bienvenue à Phil. Phil, vous n'avez pas ouvert votre micro. Vous représentez Al Jazeera. Ah bien oui, il fallait que ça m'arrive. Merci Rachel et merci Sarah et Peter pour vraiment des présentations fascinantes. Bonjour à toutes et à tous. Merci au GIJN d'avoir organisé eh bien, ce webinaire. Alors, la couverture des événements à Gaza par mes collègues d'Al Jazeera News et d'autres journalistes a été vraiment éprouvante, et bien que les images soient parfois à peine regardables, parfois, en fait, ça a été pour moi le cas. Cette couverture est essentielle. Il faut savoir qu'à Gaza, eh bien, c'est un vrai génocide qui se joue en temps réel. Et c'est vrai que l'on reçoit des images des événements. Alors, j'ai passé une grande partie de ma carrière en tant que correspondant de guerre pour la BBC, mais je n'ai rien vécu de tel. Alors, les collègues font preuve d'une bravoure vraiment inouïe, sans précédent. Je me réfère aux collègues qui couvrent le conflit. Alors, quand la guerre a éclaté, j'étais collée à la télévision et je regardais les images et je me suis demandé ce que nous pouvions faire pour contribuer à la couverture médiatique de ces événements. Alors aujourd'hui, euh, j'aimerais peut-être vous présenter une perspective plus théorique. L'approche que nous devrions peut-être adopter au titre du journalisme d'investigation par rapport au journalisme plus traditionnel. Alors, on peut se demander, et Sarah l'a dit, est-ce que tout le journalisme n'est pas un journalisme d'investigation? Le rôle d'un journaliste, c'est de poser des questions et de découvrir des choses. Et alors, si vous posez une question, bah, évidemment, vous êtes un petit peu en train d'enquêter sur le sujet. Alors, je dirais à cette question, je répondrais oui, mais en même temps, je dirais que non. Alors, le journalisme d'investigation représente pour moi beaucoup plus. C'est un genre spécialisé de journalisme. Et pour décrire le monde tel qu'il est, il faut creuser un peu. Et j'admets qu'il y a des zones d'ombre, certes. Mais on- on pourrait se demander, hein, comme comme Juliette, la Juliette de Shakespeare sur son balcon à Vérone. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il dans un nom? Ben moi, je dirais, contrairement à elle, qu'il y a beaucoup de choses dans un nom. Il existe des différences essentielles entre le journalisme conventionnel et le journalisme d'investigation, me semble-t-il. À mon sens, nous ne nous contentons pas de remplir les fonctions du journalisme conventionnel juste de manière plus profonde. Non. Ce que nous faisons surtout, c'est que nous remettons en question les récits établis, les discours établis. Et notre première enquête sur Gaza a été publiée sous la forme d'un documentaire d'une heure intitulé October 7, le 7 octobre. Je vais vous passer d'ailleurs un premier clip. Alors, nous n'entendons pas le son, mais sachez qu'ici, le journaliste dit l'unité d'investigation d'Al Jazeera a procédé à une analyse scientifique des événements du 7 octobre. L'unité d'investigation a examiné 7 heures d'images, dont une grande partie provenait des caméras des combattants du Hamas décédés. Elle a examiné les témoignages de centaines de survivants, dressé une liste exhaustive des victimes. Elle a constaté l'existence de crimes de guerre à grande échelle, mais elle a découvert que nombre des récits les plus horribles étaient faux. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu l'audio. Rachel, non, moi, je n'ai rien entendu.
Est-ce que tu peux peut-être nous dire ce qui a été dit, peut-être, parce que c'était assez intéressant. Donc, je dis, donc, l'unité d'investigation d'Al Jazeera a procédé à une analyse scientifique des événements du 7 octobre. L'unité d'investigation a examiné 7 heures d'images, dont une grande partie provenait des caméras des combattants du Hamas décédés. Elle a examiné les témoignages de centaines de survivants et dressé une liste exhaustive des victimes. Elle a constaté l'existence de crimes de guerre à grande échelle, mais elle a découvert aussi que nombre de récits les plus horribles étaient faux. Alors, je voulais en fait le dire, et nous le faisons toujours au début de documentaires, eh bien, nous établissons en fait les principes de base, euh, surtout lorsque la situation est très complexe. Mais il faut savoir que le journalisme conventionnel ou d'information prétend présenter un reflet exact du monde. On parle souvent d'objectivité, de reportage équilibré, etc. Mais à mon sens, le journaliste d'investigation estime que quelque chose ne va pas dans les faits, entre guillemets, qui sont présentés par les sources officielles. Alors, je ne suis pas en train d'essayer de miner la réputation de très grands journalistes partout dans le monde, ne me comprenez pas mal, mais je dirais que l'objectif eh bien, d'une enquête de journalisme d'investigation est d'exposer la supercherie, le mensonge, le comportement abusif, afin de le dénoncer. Et c'est là que cette enquête a commencé le 7 octobre, c'est-à-dire que les journaux ont titré que les combattants du Hamas avaient tué 1400 Israéliens et d'autres personnes de manière brutale et totalement inhumaine. Alors, c'est peut-être vrai, je crois d'ailleurs que c'est la vérité, mais en Europe, aux États-Unis et en Asie, donc partout dans le monde, les gros titres des journaux ont parlé pendant des jours de terroristes diaboliques, de bébés morts, de viols systématiques. C'était en fait eh bien, un discours qui dominait, qui primait les médias occidentaux pendant 3 ou 4 jours. Et nous avons décidé nous-mêmes de reconstituer les événements. J'ai eu le sentiment en fait que toutes ces nouvelles n'étaient pas totalement exactes. Nous avons essayé de reconstituer les événements du mieux que nous pouvions et nous avons découvert que même les médias israéliens présentaient une version plus compliquée de la situation. Donc j'espère que là, vous pouvez entendre le son. Hopefully coming soon. J'espère que vous pourrez entendre le son de la vidéo. The Israeli Le newspaper journal israélien Yediot Aharonot indique qu'à midi, l'armée publie une version de ce qui est connu sous le nom de directive Hannibal. La directive Hannibal est un protocole informel qui dit nous préférons qu'un soldat soit tué plutôt qu'il soit capturé vivant. La directive Hannibal est le résultat d'humiliations antérieures où Israël avait remis des centaines de prisonniers palestiniens en échange de la libération d'un soldat israélien. Et il était entendu que dans un tel cas, l'issue préférée était un soldat tué et non un soldat en captivité. Le 7 octobre, il semble que la directive Hannibal ait été réactivée et appliquée même aux otages civils. L'armée de l'air est intervenue pendant 6 heures avec pour instruction d'empêcher les déplacements de Gaza vers Israël et les retours d'Israël vers Gaza. 70 véhicules ont été touchés. Dans certains cas, au moins tous les occupants du véhicule, tous les passagers ont été tués. L'armée israélienne ne dément pas ce rapport. Les secouristes israéliens diffusent des images de civils brûlés dans une voiture. La voiture a été frappée d'en haut. Eh bien, pour moi, il est impardonnable, inacceptable qu'un hélicoptère ou que n'importe quel système d'armes vise une cible sans savoir ce que c'est cette cible. La première séquence que nous voyons ici semble montrer 2 personnes retournant vers Gaza. Donc on voit des personnes qui retournent vers Gaza. Alors, on ne sait pas s'il s'agit de combattants du Hamas, de civils ou d'otages. Et je ne crois pas que le pilote de l'hélicoptère ou l'opérateur de la mitrailleuse soit en mesure de le dire non plus.
Donc, ce que nous avons fait après était très simple. Nous avons recueilli, dans un premier temps, des éléments de preuve dont la plupart relèvent du domaine public. Et nous avons tenté de rassembler les pièces du puzzle pour découvrir ce qui s'était passé en fonction de ces éléments. J'aimerais avoir accès aux mêmes éléments que Peter. Nous avons fait plusieurs tentatives, mais en fait, c'était plutôt difficile. C'était un travail de fond que nous avons dû faire pour examiner les documents publics et les documents produits par les médias. Ce qui est intéressant, c'est que nous n'avons pas refusé, bien entendu, de couvrir la tuerie commise par les combattants du Hamas. Les combattants du Hamas ont commis des crimes de guerre. Donc, nous ne voulions pas atténuer en quelque sorte ce que les combattants du Hamas avaient fait. Mais nous voulions brosser un tableau plus exhaustif de ce qui s'était passé. On nous a pas mal critiqué, surtout côté israélien. Mais je pense que le journalisme conventionnel relève d'une mentalité différente. Dans le cas d'un reportage classique, la véracité ou l'exactitude d'une histoire est généralement validée par sa similitude avec d'autres histoires ou diffusée sur le même sujet. Un reportage d'investigation tend à remettre en question les vérités admises. D'une certaine manière, il apporte la preuve que ce qui est supposé ou communément rapporté dans les actualités est erroné ou doit certainement être rectifié. Voici une autre séquence de notre film, de notre documentaire. L'unité investigation dénombre 1153 Israéliens et ressortissants étrangers qui ont été tués le 7 octobre et dans les jours qui ont suivi. Parmi eux, on fait état de 255 soldats morts. 52 appartiennent à la police et à d'autres forces de sécurité. 61 sont des agents de sécurité civile. 782 sont des civils non armés. La liste des morts établie par l'unité d'investigation révèle qu'au moins 17 de ces civils ont été tués, auraient été tués par des troupes israéliennes au sol. D'autres cadavres ont été retrouvés sous les décombres. Ce sont des personnes qui sont mortes dans des circonstances non élucidées. Le lendemain du 7 octobre et pendant les jours qui ont suivi le 7 octobre, l'armée israélienne fait visiter les kibbutzim aux journalistes. Ceux qui ont fait cela, ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des monstres. Les combattants du Hamas et d'autres ont commis des crimes le 7 octobre. Les médias du monde entier et les médias israéliens se concentrent non pas sur les crimes qu'ils ont commis, mais sur ceux qui n'ont pas commis. Je parle à certains soldats et ils me parlent de ce qu'ils ont vu en traversant ces différentes maisons, ces différentes communautés. Des bébés décapités, c'est ce qu'ils disent. Personne ne pouvait s'attendre à ce que cela se passe ainsi. Les horreurs que j'entends de la bouche de ces soldats sont vraiment atroces. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une quarantaine de bébés ont été transportés sur des brancards. La liste des morts de l'unité d'investigation ne relève pas de bébés tués à Kfar Aza, le kibbutz d'où provient ce rapport. L'histoire a néanmoins été reprise par les médias internationaux et par le président Biden. Ça fait longtemps que je travaille dans le domaine politique. Je n'aurais jamais pensé que je verrais des images confirmées de terroristes en train de décapiter des enfants. La Maison-Blanche a précisé plus tard que le président n'avait pas vu de photos d'enfants décapités. Un officier haut gradé de l'armée israélienne s'adresse ensuite aux journalistes devant une maison incendiée dans le kibbutz Be'eri. C'est dans cette maison que 12 otages auraient été tués lors de l'assaut par la police israélienne et par l'armée israélienne. À l'intérieur de cette maison se trouvaient 15 autres personnes brûlées, parmi elles 8 bébés, dans ce coin-ci. Ils les ont concentrés là, ils les ont tués et brûlés. Vous les avez vus? Je les ai évacués moi-même. La liste des morts montre qu'il n'y avait pas de bébé dans la maison. Et le colonel Var
ne dit pas aux journalistes que les victimes ont presque certainement été tuées par les forces israéliennes. Good. Well, thank you. Merci d'avoir visionné ce documentaire. J'aimerais juste conclure en disant que les nouvelles en provenance de Gaza sont certainement déchirantes. Pour l'instant, nous recevons des reportages de la part de nos collègues de la bande de Gaza. Et comme Sarah l'a dit, nous avons également accès à des reportages qui sont contradictoires provenant d'Israël. Et en tant que journalistes d'investigation, nous avons un rôle important à jouer. Les médias se contentent de rapporter deux déclarations contradictoires comme la preuve d'une vision équilibrée et objective. Les Israéliens disent ceci, les Palestiniens disent cela. Et on rapporte cela, bien que l'une de ces déclarations doivent forcément être fausses. Les deux ne peuvent pas être vraies. Néanmoins, c'est la vision que nous avons de l'objectivité dans le domaine médiatique. Mais l'objectif d'un journaliste d'investigation est de prouver que l'une des parties dit la vérité et que l'autre ne dit pas la vérité. Ou au moins que l'une des parties a une base d'éléments de preuve rigoureuses. Je suis fière de ce que notre unité a fait. Et nous avons vraiment fait la différence. Maintenant, nous avons 3 enquêtes policières en cours, 3 poursuites judiciaires contre des policiers à Chypre, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Et nous avons pu faire la différence sur ces situations. Par exemple, en France, nous avons contribué à l'interdiction d'un groupuscule d'extrême droite, selon le ministère de l'Intérieur. Alors, je ne veux pas nous envoyer des fleurs, mais je pense que ce que nous avons fait est très important. À Gaza et ailleurs, les journalistes d'investigation continueront de jouer un rôle très important. Nous continuerons d'avoir un rôle crucial à jouer. Nous devrons dire la vérité. Et il n'est pas forcément nécessaire d'être présent sur le terrain pour le faire, mais bien entendu, c'est préférable. C'est tout pour moi. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Phil. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Et comme ça, on n'entendra pas le bruit de fond. Merci. Un très grand merci pour ces réflexions. On a visionné des séquences vraiment angoissantes et déchirantes, mais vous avez souligné des points très importants. Comme vous l'avez dit, les journalistes d'investigation ont le luxe du temps. On peut remettre en question les récits. L'un des défis, dans ce cas, est la polarisation. Non pas seulement dans les régions elles-mêmes, mais à l'échelle mondiale. On a vu par exemple la déclaration de Joe Biden. Donc on voit ici la polarisation. En tant que journaliste d'investigation, nous devons être très précis dans l'usage du langage et nous devons également remettre en question les récits auxquels on tient farouchement des deux côtés du conflit. Et comme Phil l'a très bien dit, ce travail vaut la peine. C'est un travail extrêmement important. Alors, il nous reste environ 15 minutes pour la séance de questions et réponses. Et je vois beaucoup de questions, effectivement, dans le chat, dans la boîte de dialogue. On aimerait bien entendre votre voix, mesdames et messieurs. Nous avons un membre de GIJN, une membre, pardon, de GIJN qui est prête à modérer, à animer la séance de questions et réponses. Holly, je vous passe la parole pour animer la séance de questions et réponses. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous pour vos contributions. Nous avons de très bonnes questions, effectivement, de la part de nos spectateurs aujourd'hui. La première question est la suivante. C'est une question qui s'adresse à Sarah. C'est une question pour vous, Sarah. Dans de tels cas où les correspondants ne peuvent pas être présents sur le terrain pour couvrir ce qui se passe, comment établissez-vous les faits? Comment vérifiez-vous les faits alors que vous dépendez du journalisme des citoyens? Est-ce que vous pouvez, par exemple, publier le nom des personnes qui vous auraient donné les informations? Merci beaucoup, Holly. Oui, c'est le plus grand défi, effectivement. C'est le plus grand défi. Et Peter, on a parlé brièvement. Il faut recueillir le plus d'informations possible qui représentent une pléthore de perspectives différentes.
Il faut avoir des points de vue différents, représentés dans les informations qu'on a. Le fait de recueillir des témoignages sur le terrain est important. Il faut parler avec le plus grand nombre de personnes possible. Il faut recueillir des images visuelles. Surtout lorsqu'on travaille à distance, il faut trouver des moyens de recueillir des informations visuelles. Il faut essayer de corroborer les informations dont on dispose. Il faut vérifier les informations. Il faut parler avec les médecins qui sont actifs sur le terrain, les citoyens, ceux qui auraient vu tel ou tel incident, etc. Donc, il est vraiment question euh, de trouver, le- de trouver des moyens de raconter l'histoire. En tant que journaliste d'investigation, nous devons faire cela au quotidien. D'abord, il faut demander à la personne en question si on peut publier telle ou telle information. Ensuite, il faut prendre une décision à l'aune des risques qui se présentent pour cette personne. Parfois, il faut prendre la décision à l'aune des risques sécuritaires qui se présentent pour cette personne. Alors, il faut procéder au cas par cas. Cela peut aider le fait d'avoir le nom de la personne publié, mais actuellement, c'est un défi auquel nous sommes confrontés. Et c'est une décision que chaque journaliste doit prendre euh, en fonction du contexte. Merci beaucoup. Et donc, il faut procéder au cas par cas. Merci. La prochaine question s'adresse à Peter. Bien entendu, vous avez une base de données, vous avez des capacités de modélisation extraordinaires chez Forensic Architecture. Mais quelles sont les pistes, les conseils que vous pourriez donner aux journalistes d'investigation? Quels sont les conseils que vous donneriez aux journalistes d'investigation? Oui, alors, j'ai jeté un coup d'œil sur le chat et j'ai vu une question intéressante. Qu'est-ce qu'il faut prioriser? C'est une question très importante qu'on doit se poser constamment. Et la réponse varie. Je ne suis pas journaliste moi-même, mais je fais un travail d'enquête, d'investigation. Et je peux vous dire que l'un des atouts de Forensic Architecture, c'est le fait qu'on peut souligner des idées différentes. On peut amorcer une véritable discussion sur les enjeux politiques, les enjeux en matière de journalisme, les enjeux en matière de preuves. Donc, il est difficile de donner une réponse concrète à votre question, mais il peut être utile de prendre du recul et de réfléchir à tout ce qui se passe de manière globale. Donc, ayez une vision globale plutôt que de vous concentrer uniquement sur un seul titre à la une. Au début de la crise, on parlait souvent de l'hôpital Al-Shifa, par exemple. Et à un moment, nous avons dû nous retirer de cette situation. Bien entendu, nous avons décidé de continuer d'enquêter sur cet incident, mais nous nous sommes rendus compte du fait que la crise était beaucoup plus que cet incident isolé. Donc, il est important de prendre du recul. Il est important d'avoir un environnement propice à ce type de discussion qui permet de comprendre une situation ou une guerre de manière globale. Pardon, excusez-moi, Sarah, allez-y. Oui, merci. Contre la première partie de la question qui était adressée à Peter, vous pouvez essayer de travailler avec des organisations comme celle de Peter en tant que journaliste. Et ces organisations comme Forensic Architecture vous aideront. Et il est toujours utile de nouer ce type de relations de partenariat. À mon avis, ces partenariats sont extrêmement utiles. Cela nous permet de mutualiser des ressources. Et c'est un commentaire que j'ai déjà fait, je pense. Désolée de vous interrompre, Peter. Non, il n'y a pas de souci, dit Peter. Nous avons des points forts, mais nous dépendons également d'autres personnes au sein des communautés pour cette expertise. Donc, c'est un fruit, c'est le fruit d'un travail de collaboration. Oui, et selon moi, dit Rachel, la collaboration est très importante. Il faut collaborer avec d'autres journalistes, bien évidemment. Il faut collaborer avec beaucoup d'autres collègues. Cette guerre peut facilement nous dépasser. Il y a une quantité énorme d'informations.
Donc, on doit prioriser les informations et la tâche de priorisation est beaucoup plus facile lorsqu'on peut collaborer avec d'autres collègues. Et vos collègues vous aideront à prioriser les informations. Oui, merci beaucoup, Rachel. Il y a également une question très spécifique pour Peter sur l'incident de l'hôpital. Comment est-ce que vous faites la distinction entre les opérations qui visent à mettre les centres de commande et de contrôle sous les hôpitaux hors service et le fait d'attaquer des hôpitaux? Est-ce qu'on peut démentir, par exemple, les accusations? Oui, alors c'est une question intéressante. Lorsqu'on a vu les attaques contre les hôpitaux, rien ne nous permettait d'examiner les raisons derrière ces attaques. Mais au fil du temps, d'abord, nous avons vu un type d'attaque. Donc, le premier type d'attaque. Dans le cas du premier type d'attaque, une zone de conflit est établie. Et ensuite, cela est instrumentalisé pour justifier l'invasion d'un hôpital. Mais dans d'autres cas, il n'y a pas d'avertissement. Dans le premier cas, il y a effectivement un avertissement. Dans le deuxième cas, le deuxième type, il n'y a pas d'avertissement. Donc, il y a deux types. Et il faut examiner la manière dont les hôpitaux sont attaqués. Comme je l'ai dit, beaucoup d'hôpitaux ont été attaqués à plusieurs reprises. Cela permet de savoir pourquoi les hôpitaux sont attaqués. L'hôpital Al-Shifa a été très médiatisé, par exemple. L'attaque initiale a été expliquée par le fait qu'il y a des infrastructures du Hamas sous l'hôpital. Il y a par exemple des tunnels construits par le Hamas sous l'hôpital. Une première attaque est survenue. Beaucoup de personnes ont été tuées. L'hôpital a été mis hors service. Beaucoup de personnes diraient, voilà, c'était à cause de la présence des infrastructures du Hamas. Mais ensuite, l'hôpital a été envahi une deuxième fois après que d'autres infrastructures médicales ont été reconstruites. Et l'hôpital a été attaqué à plusieurs reprises. Donc, le prétexte initial ne s'applique plus. Mais ce prétexte est très présent dans le récit, dominant dans le récit initial. Donc, c'est cela qui a été rapporté la première fois. Et c'est cela qui est resté effectivement dans l'esprit des gens. On a vu une multiplicité d'attaques, on a vu des fosses communes, on a vu l'exhumation de corps dans la zone. On a vu des choses vraiment atroces. Donc, au regard de tout cela, on se rend compte du fait que la situation dépasse cet incident isolé. Donc, la situation est beaucoup plus que cet incident isolé. J'espère avoir répondu à votre question. C'est une question très difficile, effectivement, car il y a beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de situations qui sont en jeu, qui sont couvertes par les médias. Mais la situation est intense et inédite. Eh bien, justement, en- puisque nous parlons d'avoir une vision globale, une question pour Phil, la dernière. Alors, évidemment, la désinformation est une préoccupation au niveau international pour le moment. Alors, comment faire la part des choses par rapport à ce conflit? Est-ce que vous avez des outils spécifiques que vous utilisez avec votre équipe pour, eh bien, peut-être euh, dégager la vérité et les points vrais du mensonge? Alors, évidemment, c'est un problème très réel avec des hypertrucages. Nous avons bien sûr de faux documents qui nous sont parvenus et pour ce conflit-ci, nous avons d'ailleurs constaté et dénoncé certaines de ces tentatives de désinformation. Je ne pense pas qu'il y ait un seul outil. Je crois qu'il faut tout simplement faire preuve de rigueur, comme nous l'avons appris justement en tant que journaliste d'investigation. Nous pouvons eh bien, évidemment faire la part des choses à travers divers outils que nous connaissons bien. Par exemple, Forensic Architecture utilise beaucoup de données de géolocalisation. On peut regarder ces données, les images satellites, etc. Et puis, le simple travail de journaliste de terrain, aller parler aux gens, contacter les gens, voilà. Et l'idée, c'est de voir, bon, qu'essayons-nous de prouver? Quelle est notre hypothèse? Avons-nous les éléments de fait qui nous permettent d'étayer cette hypothèse? C'est comme ça qu'il faut travailler au final.
ce n'est pas à moi de décider si je dis le vrai ou le faux. Eh bien, c'est une responsabilité qui revient à nos juristes et à nos avocats si jamais, eh bien, on nous poursuit en justice. Alors, nous n'allons jamais publier quelque chose sans avoir vraiment la conviction assez solide que, eh bien, nous pourrons, eh bien, euh, nous présenter devant un tribunal pour établir les faits. Alors, c'est vrai qu'on nous a déjà poursuivis en justice, mais je ne dis pas qu'on est à l'abri d'une erreur. Mais c'est vrai que s'il y a quelque chose qui me garde éveillée pendant la nuit, c'est ça, c'est le besoin de rigueur journalistique. Alors, une toute dernière question que l'on adresse à tous nos panélistes, quelles sont, eh bien, peut-être les grandes histoires, les grands domaines d'enquête, justement, sur lesquels les journalistes ne peuvent pas faire rapport, tout simplement parce qu'ils n'ont pas accès au terrain. C'est peut-être une question un petit peu trop vague pour faire l'objet d'une réponse en 1 minute de la part de chacun de vous. Mais c'est peut-être le problème, justement. Comment savoir ce que nous ne savons pas? C'est une question presque existentielle que nous pose ce conflit. Je crois que c'est Peter qui disait, eh bien, justement, comment, eh bien, hiérarchiser les priorités. Vous avez cet outil qui évalue, en fait, les informations et qui permet de dégager les grandes thématiques, mais essayer vraiment de se dépatouiller dans toutes ces informations face à l'ampleur du conflit. Alors, on ne fait que le répéter hein, durant ce webinaire, mais ben voilà, c'est une grande question. Hein. Que devons-nous savoir que nous ne savons pas? Phil. Alors, oui, alors, bon, pour revenir à ce qui s'est passé le 7 octobre, je reviens justement à la manière dont le gouvernement israélien gérait les choses. Eh bien, tout cela, ce sont des informations qui sont difficiles à traiter d'abord, mais ce sont des choses qui vont apparaître forcément à un moment donné sur la place publique. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations qui n'ont pas été publiées tout simplement parce que c'est une question de sécurité d'État. Mais je crois que la plupart des questions qui se posent plutôt côté israélien que côté palestinien, j'oserais dire. Sarah, moi j'aimerais qu'on leur remette un tout petit peu en question cette théorie du bouclier humain. On parle souvent du bouclier humain, mais le fait de ne pas être sur le terrain, eh bien, c'est très, très difficile. Fait qu'il est très, très difficile de répondre à cet argument selon lequel le Hamas utilise la population civile comme bouclier humain. Il est difficile de jauger la situation quand on ne peut pas avoir accès au terrain. Parce qu'il faut se demander hein, pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui sont peut-être dans ce bâtiment-là, pourquoi est-ce qu'on bombarde justement ce bâtiment-là, cet appartement-là. Ce sont les motifs qu'on nous donne toujours. Ah oui, mais on utilise la population comme bouclier humain. Bon, on n'a personne sur le terrain, on ne peut pas évidemment envoyer des gens faire des recherches sur chacune des frappes. Voilà, c'est probablement le gros problème que nous avons, justement, le fait de ne pas pouvoir être là fait que nous ratons vraiment des sources d'informations et des nouvelles. Peter, bon, on a parlé évidemment, on a parlé bien sûr du travail sur le terrain, mais il faut protéger nos sources, on en a déjà parlé, et vu le niveau de danger, justement pour le moment, bah, nous n'avons plus une couverture quantitative, si vous voulez, nous n'avons pas euh, assez de sources d'informations. Alors, vous avez aussi ces attaques euh, qui sont très nombreuses. Et vous devez alors passer par les témoignages personnels, les personnes évidemment qui sont victimes de ces attaques, mais c'est presque impossible hein, pour l'instant. Et dans ce cas-ci, évidemment, par rapport à d'autres enquêtes que nous menons sur d'autres conflits, bah là, ça devient vraiment impossible en tout cas. Merci à toutes et à tous. Merci pour vos réponses. Merci d'avoir pris le temps. Bon, nous dépassons un tout petit peu les temps impartis, donc je vais repasser la parole peut-être à Rachel. Merci Oli, merci d'avoir modéré la séance questions-réponses. Merci à tous pour vos questions. Alors, comme Oli l'a fait, bon, malheureusement,
Nous n'avons plus le temps de poursuivre nos échanges. J'espère que ce webinaire a été intéressant pour vous. Je vous rappelle que le 14 mai, à 9 heures du matin, heure de New York, eh bien, il y aura un prochain webinaire du GIGN et on parlera justement du travail navigation sur l'industrie extractive en Afrique. Et vous pouvez vous inscrire en utilisant le lien qui apparaît sur le chat. Il ne me reste plus qu'à remercier le réseau pour l'excellent travail mené en fond, en arrière-fond plutôt, pour justement organiser ce webinaire. Nous avions même des petits problèmes techniques, même 2 petites minutes avant le début de ce webinaire. Merci beaucoup donc au GIGN. Un tout grand merci à nos 3 orateurs, Peter, Sarah et Phil. N'hésitez pas à eh bien, aller consulter leur travail à Forensic Architecture, Al Jazeera et puis Sarah à Associated Press. Alors, nous avons bien sûr tous les autres articles qui sont publiés sur les réseaux sociaux. Je voulais simplement vous rappeler effectivement de ne pas manquer de consulter le fil Twitter ou X du GIGN, @GIGN, et son site web pour obtenir les détails sur les événements